Allez mes compagnons de code, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les positions en CSS. Alors les positions, ça pose quelques petits soucis quand on découvre la chose. Donc on va essayer d'y aller tranquillement, zenement, on va essayer de faire des tests, on va voir un petit peu comment ça fonctionne ensemble. Et puis s'il y a la moindre question, les commentaires sont là, sont en bas. Mais le mieux va être quand même de faire ses propres tests pour voir un petit peu comment se comportent tous les éléments autour de tout ça. Allez, j'ai créé mon index.html. Je vais faire, comme à mon habitude, mon petit doctype. Nous allons marquer en title les positions. Je me crée mon style.css. Je reviens dans mon index.html. J'appelle mon link CSS. Dans le body, mon H1, les positions en CSS. Et on est parti dans le style pour faire notre reset CSS, donc sélecteur universel, avec margin 0, padding 0. Ce sera encore plus important puisqu'on va voir un petit peu comment se positionnent les éléments les uns par rapport aux autres. Donc si on a des margins et des paddings imposés, ça va être moyennement rigolo. Notre font family sur Arial. Notre BG dièse 1, 2, 3. Notre color dièse F1, F1, F1. Majaltef et box sizing border box. Notre H1, on va lui faire un M30-0, donc 30 pixels envoyés en bas. Pas besoin en latéral puisqu'on a notre texte highlight center qui est toujours là. Un petit texte décoration underline et un texte underline offset de 8 pixels. Et un petit texte shadow de 1 px, 1 px, 2 px de flou et une couleur de C4, C4, C4. Voilà pour le titre. Donc ce qu'on veut, ça va être de jouer avec les éléments et avec leur position. Alors ça va pas forcément être une position dans l'espace, mais c'est plus une position dans le flux de données aussi. Donc pour étudier la position des éléments, on va créer des éléments. Allez, on est parti. Donc dans index.html, nous allons nous créer deux containers. Donc div.container. Et comme on en veut deux, et qu'on veut qu'on ait une div avec la classe container 1 et l'autre avec la classe container 2, on va se faire une div container $ fois 2. Et j'ai bien ma container 1 et ma container 2. Maintenant, dans chacune des divs, on va se créer 4 box. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de créer 4 box 1 à 4 dans la première et 5 à 8 dans la deuxième, dans la première je vais créer les 8 et puis après j'en déplacerai 4. Donc div.box, elles auront toute la classe box parce que je vais vouloir que toutes mes petites boîtes aient la même tête, mais après je vais vouloir les styliser personnellement, donc je vais mettre une deuxième classe, donc je refais un point box $ fois 8. Donc je remonte, le premier point box c'est pour donner la classe box à tout le monde, et le point box $ ça va être pour donner une classe spécifique, j'aurais pu mettre un ID, comme ça, pourquoi pas, ça aurait très bien fonctionné aussi. Bon, je suis parti sur les classes, restons sur les classes, et donc on en veut 8, donc x 8, et le $ va boucler de 1 à 8. Je vais récupérer de 5 à 8, et je vais venir dans mon container 2 pour les ranger. Donc je sélectionne les lignes, j'appuie sur Alt, flèche du bas et flèche du bas, Maj Alt F et on a rangé notre petit bazar. Voilà, ça c'était juste pour la mise en place. Logiquement le HTML on n'y reviendra plus. Oh si, pour plus tard, on va se le faire maintenant, moi c'est fait. div.container3, je l'avais oublié. Voilà, Maj Alt F et on est parti. Dans notre style.css. Alors, déjà, nous allons styliser nos containers 1 et 2. Donc, point container 1 et, donc, virgule, point container 2. On va leur donner une width de 400, une hauteur de 400, un border de 3 px solide dièse 1, 2, 3, ddd. Maj Alt F, je range un petit coup. On va leur mettre un petit background parce que là c'est un peu tristouné. Background color dièse C4, C4, C4. Et on va les espacer l'un de l'autre et puis les centrer. Donc M50-auto.
Voilà, nous avons donc nos conteneurs 1 et 2. Maintenant, on va styliser les petites boxes qui sont à l'intérieur. Donc, point box, donc là on va styliser les 8 boxes, nous sommes bien d'accord. Avec une width 80, une height de 80, un border de 3 px solide purple et un BGC, puisque là c'est un peu foncé, de dièse 1, 2, 3 x 6. Enfin 6, 6, 6, voilà. Alt F, je range mon code. Ce qu'on va faire, c'est que pour repérer nos box à l'intérieur, hop, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'aurais pu y penser avant, ça aurait été plus sympa. On retourne dans notre style.css. Et là, il va falloir me croire sur parole, mais par défaut, les éléments sont en position statique, c'est-à-dire qu'ils vont se suivre les uns à la suite des autres, et comme ils sont en display block, ce qu'on a déjà pu voir, ou que je te laisse voir dans cette vidéo, ils vont se mettre les uns à la suite des autres, ça va nous donner un flux d'éléments. Si je viens ici et que j'ouvre ma console, hop, et que je mets ma console de dev ici, hop, j'écrase un petit peu, je vais me faire un peu de place. Voilà, j'ai mes 3 divs. Alors la div 3 pour l'instant elle fait 0 de hauteur, donc elle est un peu écrasée. Mais j'ai bien mes divs. Je vais zoomer un peu, vous verrez mieux. Dans mon container 1, j'ai ma box 1, 2, 3, 4. Dans mon container 2, j'ai mes box 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai tout mon flux d'éléments normal, ils se suivent les uns à la suite des autres. Ils sont là dans ce qu'on appelle le DOM, donc c'est le Document Object Model, donc c'est la suite des éléments que nous avons dans notre HTML, hein, pas plus pas moins. Ce qu'on a dans l'HTML se retrouve ici dans notre DOM, et puis comme ils sont là, ils sont également ici à l'écran, et jusque là tout va bien. On va pouvoir faire quand même quelques petites modifications, et on est là pour ça. D'une position statique, on va pouvoir les mettre en position relative. Prenons par exemple notre box 3. Si je lui dis qu'au lieu d'avoir une position statique, ce que tu as initialement, on voit la valeur statique ici, je te mets en position relative, tu es toujours dans le flux, tu es toujours là, tu es toujours à ta place, tout va bien, mais je vais pouvoir te dire que par rapport à ta position initiale, par exemple, tu vas faire un top 10 pixels et un left 30 pixels. Je vais zoomer un petit coup. Donc par rapport à ton top, à ta position initiale, qui était juste sous le 2, tu t'es décalé de 10 pixels, et par rapport à ta gauche, tu t'es décalé de 30 pixels. Si je fais top 20, tu vas redescendre de 10 pixels de plus. Super. Cette technique nous permet également de centrer un élément dans son parent. Imaginons, on veut centrer la box 1 dans le container 1. Nous faisons box 1, pose rel pour position relative, c'est le petit raccourci qui va bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger par rapport aux parents. Donc top 50%. Je vais me mettre à 50% du haut du parent. Et left 50%. Le problème, c'est que si je prends 50% de la largeur et 50% de la hauteur, c'est le point en haut à gauche de mon élément 1 qui est centré. Or, moi, je veux que ce soit l'élément complet qui soit centré. Donc, il faut que je refasse une translation en sens inverse de la moitié de la largeur et de la moitié de la hauteur de l'élément. Donc on va faire un transform translate et on va lui dire tu vas revenir en arrière donc sur la gauche de 50% de ta propre taille et de 50% vers le haut de ta propre taille. Donc quand on revient vers la gauche, la valeur est négative et quand on va vers le haut, la valeur est négative. Donc ici, j'ai un élément qui est parfaitement centré. Donc je répète, position relative, je vais te bouger par rapport à ta position initiale. Tu vas aller à 50% du haut de ton parent et à 50% à gauche de ton parent. Mais comme initialement la transformation de position top et left se fait par rapport au coin en haut à gauche de l'élément, si je commente ces 4 lignes, c'est bien ici le point 0, 0, donc 0 sur l'axe de x et 0 sur l'axe de y, c'est bien en haut à gauche de notre élément 1. Donc je t'ai déplacé de 50% vers la droite et 50% vers le bas, enfin l'inverse ici du coup, mais du coup pour bien te centrer, il faut que tu puisses revenir un coup en arrière vers la gauche et un coup en arrière vers le haut de 50% de ta taille à toi.
Donc 50% ici, ce sont les parents, et 50% ici, c'est bien l'élément avec lequel on joue. J'espère que ça c'est clair et qu'on ne mélange pas les 50%, ce ne sont pas les mêmes 50% ici et là. Cette manière de centrer un élément ne fonctionne que parce que l'élément 1 commençait au point 0 de la box parent. Donc si je le faisais avec la box 5, ça fonctionnerait tout aussi bien sur son propre parent. Mais si je le faisais avec la box 8 par exemple, ou la box 4, à ce moment-là, on partirait un petit peu n'importe où. Parce que c'est le point en haut à gauche qui déterminait le point initial avant les translations et les transformations. Mais pas de souci, d'ici peu, on va voir comment faire pour centrer un élément, quelle que soit sa position initiale. Et en fait, pour ce faire, il va falloir que la position ne soit plus relative, mais qu'elle soit absolue. C'est-à-dire, on va mettre l'élément où on veut, à partir de son parent. Essayons par exemple avec la box 5. Point box 5. Et je te mets en position. Et en valeur, je vais te dire absolute. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que la box 6 a disparu. Donc je suis en train de travailler avec la box 5 et la box 6 disparaît. Là, on a un problème. Alors on va aller voir dans notre HTML, dans notre DOM ici. J'ai bien ma box 5 et ma box 6 qui sont l'une sur l'autre. En fait, ce qui s'est passé avec la position absolute, c'est que la box 5 est sortie du flux. C'est-à-dire qu'elle n'est plus lue dans la suite des données, dans la suite logique. La box 5 va faire sa petite vie. Donc comme elle fait sa petite vie, pour les box 6, 7, 8, la box 5 n'existe plus, donc la box 6 est remontée. C'est un petit peu comme si j'avais commenté la box 5. La box 6 serait venue à cet emplacement-là. Alors la box 5 existe toujours, mais elle est sortie du flux, et là on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Disons qu'on essaye de faire un top 50% et un left 50%. Là, on voit que la box 5 s'est mise dans une position un petit peu bizarre quand même. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, un élément qui a une position dite absolute va se positionner par rapport à son plus proche parent qui possède une position relative. Si aucun parent ne possède la position relative, à ce moment-là, l'élément se positionnera par rapport au body. Donc notre top 50%, left 50%, et si je fais notre transform translate, moins 50%, virgule, moins 50%, ici, l'élément 5 va être parfaitement positionné par rapport au body. Donc si je fais comme ceci, ou si je venais à baisser la fenêtre, à baisser la hauteur de la fenêtre, là on est parfaitement centré par rapport au body. Mais effectivement, box 5 a un parent. Son parent c'est container 2. Mais container 2 actuellement, il n'a pas de position relative. Alors qu'est-ce qui se passe si je dis container 2 position relative? Container 2 position relative. À ce moment-là, la box 5 va se centrer parfaitement sur son parent le plus proche qui a une position relative, à savoir le container 2. Voilà donc comment on centre parfaitement un élément sur son parent. Alors que ce soit son parent, que ce soit la page, le body, on va mettre le parent en position relative, ce qui ne changera rien pour lui. Tant qu'on met juste cette propriété avec cette valeur, container 2 n'a pas bougé, on n'a rien fait avec container 2. Mais box 5, son enfant, on va le mettre en position absolute, il va donc dépendre de son parent, et là on va pouvoir faire notre top 50%, left 50% et transform translate 50%, 50%. Ça marchera dans toutes les conditions. Alors là, j'ai fait des carrés, j'aurais fait des rectangles, ça aurait été exactement la même chose. Donc ça, c'est une des méthodes de centrage d'un élément par rapport à son parent. Alors maintenant que container 2 est en position relative, on pourrait être un petit peu joueur et se dire, tiens, je vais le monter. Donc je vais faire un top, moins 250 pixels. Histoire de bien différencier les containers, on va faire un background color violette. Voilà, au moins on a bien nos deux éléments bien distincts. Nous avons donc le container 2 qui est passé par-dessus le container 1. J'ai pas trop envie, ça me plaît pas. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va dire au container 1, point container 1, tu vas toi aussi te mettre en position relative. Et puis, comme tu veux toujours pas passer dessus, pas de souci, je vais te forcer, je vais te donner un index, ce qu'on appelle le z-index, et je vais te mettre à 10. Et hop, tu vas passer par-dessus.
Alors pourquoi le Z? Puisque nous avons un axe des X qui va être horizontal, un axe des Y qui va être vertical, et on a également un axe Z, c'est l'axe tridimensionnel qui va aller de l'écran vers l'utilisateur, ou de l'écran vers le mur qui est derrière votre écran d'ordinateur. Mais enfin voilà, c'est ce troisième écran, cette troisième dimension, donc c'est l'axe des Z, dans un repère orthonormé tridimensionnel. Il faudra que je le mette au Scrabble. Donc avec sa valeur de 10, qui est supérieure à sa valeur par défaut, qui est 0, hop, là je repasse dessous. Même si je mettais juste 1, hop, je passerai par-dessus. Alors cette propriété Z-index, on pourra l'utiliser sur tous les éléments qui seront en position relative, absolute, ou également fixed, on va voir ça d'ici peu. Imaginons ici qu'on voulait que notre box 3 passe sous la 4. Pas de problème. Soit on met la box 4 en position relative avec un Z-index supérieur à 0, on pourrait dire à box 3, tu vas prendre un Z-index de -1. Oui, on peut donner une valeur négative à un Z-index, et hop, notre box 3 passe dessous. Donc je vous ai dit que le Z-index fonctionnait sur les éléments qui étaient en position relative, en position absolue ou en position fixed. Alors fixed, qu'est-ce que c'est? C'est une position qui va bloquer l'élément sur la page. Du coup, il ne va pas bouger même si on scrolle. Alors pour se générer un scroll, on va utiliser le container 3. Voilà toute l'utilité du container 3. Container 3. Je vais lui donner une width de 50 VW, une margin de 20 auto pour le centrer, une height de 300 VH pour qu'il soit bien grand, 3 fois la taille de l'écran, et en background, histoire de voir à quel point on est en train de scroller et d'avancer sur notre écran, on va faire un linéaire gradient, voilà, to bottom, donc vers le bas, to bottom, et on va aller de violette à blue. Et c'est une virgule et pas un point virgule, mais enfin. Voilà. Et là, on voit qu'on est en train de scroller en allant du violet vers le bleu. Super. Et maintenant, nous allons donner la valeur fixed à la propriété position pour notre box 2, par exemple. Box 2, donc c'est le carré qui est juste ici. On va lui dire, tu vas te mettre en position fixed, donc tu vas te bloquer. Et là, déjà, on voit une différence. Regardez, quand je commente, j'ai mon 2, mon 3 et mon 4, et hop, quand je mets position fixed, c'est comme absolute. Le 2 sort du flux, donc le 3 et le 4 remontent comme si l'élément 2 n'existait pas. Je vais te mettre un top de 10 pixels. Donc on se rend compte ici que fixed, ça va permettre de fixer l'élément sur la page et non pas sur son parent. Et on va le mettre à left 80%, histoire qu'il soit à droite et ne nous gêne pas. Donc nous avons bien notre petite box 2 qui est ici en haut à droite. Et quand je scrolle, ma box 2 est toujours en haut à droite, elle ne bouge pas du tout. Donc par exemple, quand on veut faire une flèche en bas à droite pour permettre de remonter en haut de notre site, c'est comme ça, on a un élément qui est fixe, on a beau scroller, notre petite flèche qui nous permet de remonter en haut de notre page va avoir ce type de propriété avec cette valeur. Nous allons maintenant voir la dernière position, ma préférée, la position sticky. Nous allons mettre la box 4 en sticky. Alors, box 4, point, box 4, hop, je vais faire de l'espace comme ça, on verra un petit peu mieux ce que j'écris. Position sticky. Juste le nom m'amuse, bon, je sais, il m'en faut pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça va faire ça? Si on fait un top 10 pixels, ok, il se passe pas grand chose. Je scrolle un peu, il se passe pas grand chose, mais ah, là, quand il reste 10 pixels entre le haut de la page, c'est-à-dire entre le top et l'élément, si j'avais mis 0 pixels, le 4 se serait collé en haut, hop. Donc là, dès que je vais mettre 10 pixels, dès qu'on atteint les 10 pixels, on se bloque, et dès qu'on arrive en bas du parent, hop, on va monter avec le parent. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet que ça fait. Il a sa position normale. Dès qu'il est à 10 pixels du haut, il se bloque. Et hop, il part avec son parent. Mettons par exemple notre container 2. On va lui donner une position sticky également. Avec un top de 50 px. 50 pixels.
Là, le parent de container 2, c'est la page complète, c'est le body. Donc là, quand on va scroller, on va descendre, descendre, et en fait, on va rester fixe sur toute la page à partir du moment où on est à 50 pixels du haut. Donc par exemple, quand on a une belle image en haut avec une navbar qui est un petit peu plus bas, on scrolle, la navbar se colle en haut et après va suivre le reste de la page. C'est comme ça qu'on peut faire les choses. Je me mets à un top de 5 pixels par exemple. Imaginons que notre container 2 soit une navbar, que notre container 1 soit une belle image représentant notre site. Je vais scroller et hop, ma navbar va venir se bloquer et je vais pouvoir me balader dans tout mon site, descendre, 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 jusqu'en bas et ma navbar sera restée en place. Donc voilà les différentes positions. On pense que les positions fixes et absolutes sortent les éléments du flux, donc ils ne sont plus pris en considération, ce qui peut faire bouger les autres éléments, mais on pourra les positionner en fonction de leurs plus proches parents relatifs et leur donner les valeurs qu'on veut, les déplacer, voire les centrer, comme on a fait pour la box 1 et 5. Une position fixe va permettre de fixer un élément sur, non pas son parent, mais sur la page, et la position sticky va permettre de se bloquer sur la page et de suivre son plus proche parent en position relative. Pour nous amuser, allons sur un vrai site internet. Je te propose d'aller sur alltricks.com. C'est un site de vélo et de pièces de vélo, rien d'exceptionnel. Hop, je vais ouvrir ma console de dev et on va voir comment c'est fait. On voit que quand on scrolle, on a toute cette partie-là. Donc on a une petite barre, on a une barre de recherche et on a cette barre de menu. Tout ça reste fixe sur la page. Allez, je vais aller chercher cet élément-là en haut. Hop, div container, classe container. C'est la headline. Headline, eh ben, si on va regarder le CSS, on voit bien la position fixe. Si je la décoche et que je scrolle, hop, elle s'en va. Je la laisse décocher et maintenant on va aller se chercher là où il y a marqué Alltricks en gros. Alors hop, je descends un peu, je descends un peu. Hop, c'est là. Div Alltricks header, position fixe également. Je décoche et si je scrolle, hop, il y a tout qui s'en va. Et on voit même que dans le flux, ça fait une petite différence parce que il y a cet élément-là qui va prendre en compte et en considération ou pas l'élément Alltricks. Et pour finir, parce qu'on a que ça à faire, on va aller chercher l'élément qui est juste en dessous. C'est le header fixe qui est là. Je vais lui enlever sa position sticky. Et du coup, on a notre site qui scrolle sans que nous ayons la navbar de fixe. Si je fais un petit rafraîchissement, on retrouve bien la totalité tout beau tout propre. Donc voilà, prenez conscience que j'essaie de faire un cursus CSS qui soit pas trop long. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à voir. Et vous voyez que des éléments comme les positions qui peuvent vous paraître un peu flous. Il faut vraiment jouer avec parce qu'au début, on galère. Position relative, absolue. C'est hyper abstrait, j'en ai complètement conscience. Mais mon but, c'est vraiment d'essayer de vous montrer seulement ce qui vous sera le plus utile. Vraiment, les propriétés essentielles avec les valeurs essentielles. Non, je ne vous parle pas de toutes les propriétés CSS qui existent, mais je vais vous parler de celles qui vous seront nécessaires pour faire vos premiers projets tranquillement. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo, n'hésitez surtout pas à faire des tests et à bidouiller et à balancer des blocs dans tous les sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas sur le site Compagnon de Code ou n'hésitez pas à me retrouver sur un Discord ou un forum pour échanger. C'est important, ne restez pas seul derrière votre écran. Allez, à très bientôt Compagnon de Code.